fort de cette considération, dans cette affaire, est allé à l'essentiel. Le groupe ne s'est pas contenté de dire simplement que le Sénégal n'a pas répondu dans les délais et je rends un avis. Je vous ai expliqué tout à l'heure que le groupe de travail des Nations Unies sur la détention arbitraire est le seul mécanisme onusien qui a obligation de motiver en droit ses avis. Donc le fait que l'État du Sénégal n'ait pas répondu dans les délais ne dispense pas le groupe de travail de faire correctement son travail, c'est-à-dire de le motiver en droit. Ce à quoi il s'est évertué de faire dans cet avis. Lorsque l'on prend la discussion, mon confrère Sambatiam vous a parlé tout à l'heure de l'article 9 de la Déclaration universelle des droits de l'homme qui interdit toute arrestation ou détention arbitraire en stipulant que nul ne peut être arbitrairement arrêté, détenu ou exilé. Cette interdiction constitue une règle fondamentale du droit international coutumier, je vous l'ai dit tout à l'heure, et elle est reconnue comme une norme impérative du droit international, c'est-à-dire insusceptible de dérogation. C'est-à-dire un État A avec un État B qui font un traité pour dire, écoutez, on est d'accord mutuellement de ne plus, donc, d'accepter qu'on arrête arbitrairement nos citoyens. Cette convention est nulle et de nul effet. Donc c'est une norme impérative du droit international. Donc le groupe de travail, dans sa motivation, cite cet article qui est hérité de la Déclaration universelle des droits de l'homme et du citoyen de 1789, reprise par la Déclaration des droits de l'homme, la Déclaration universelle plutôt de 1948, adoptée au niveau des Nations Unies, mais qui a été repris au niveau régional, parce que la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, en son article 6, pose aussi la même interdiction. De plus, le principe pour la protection des personnes soumises aux toutes formes de détention, c'est des principes que les Nations Unies ont adoptés en interne pour poser des principes directeurs pour le bon comportement des États. Parce qu'on est conscient d'une chose, que la fonction de juger est normalement une prérogative éminemment divine. C'est quelque chose qui, normalement, revient à Dieu, pour les croyants. Alors, lorsque l'homme s'arroge le droit de juger ses semblables, il doit essayer de le faire avec le plus de justesse possible. C'est pour ça que les Nations Unies, en leur sein, ont essayé d'adopter des principes directeurs pour partager les meilleures pratiques, pour promouvoir des modèles. Donc je vous ai parlé tout à l'heure de l'article 9, que dans la motivation de l'avis, l'article 9 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, que dans l'avis que le groupe de travail reprend, je vous ai parlé du droit international régional, la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, adoptée aussi en Afrique, mais également des principes directeurs. C'est sur cette base que le groupe de travail a constaté que des éléments crédibles et concordants, parce que le groupe de travail, comme je vous l'ai dit, contrairement à ce que laissent entendre certaines personnes, il rappelle dans son avis, n'est pas un juge de troisième ou de deuxième degré. Le groupe de travail n'est pas entré dans le dossier. Ce n'est pas de son ressort. Rien ne l'autorise à se substituer aux États. Par contre, le groupe de travail est le meilleur juge au monde pour pouvoir juger la régularité formelle de la procédure. Elle le précise dans son avis. L'ONU est garant et juge du respect des pactes et des instruments internationaux adoptés en son sein et dont le secrétaire général est le garant. C'est sur cette base
que le groupe de travail donc s'est déterminé à dire que la privation de liberté de M. Karim Wade revêt un caractère arbitraire relevant de la catégorie 1 et plus tard 3. Des précisions s'imposent au niveau de la détention arbitraire. Lorsque l'on parle de détention arbitraire, déjà, si on prend le soin d'examiner les travaux préparatoires des résolutions qui ont créé donc le groupe de travail, c'est-à-dire la position des États, les discussions, les réserves, les nuances et autres, on s'en rend compte que beaucoup d'États déjà avaient repoussé la notion de détention arbitraire. Ils ont dit, mais si vous l'appelez groupe sur la détention arbitraire, ça veut dire que chaque fois qu'ils vont venir ou qu'ils vont parler de moi, il y a une présomption de détention arbitraire. Donc ça a amené le groupe de travail à préciser ce qu'on entend par détention arbitraire. Quand on dit que, ou quand le groupe de travail, pour être plus précis, dit que M. Karim Wade est arbitrairement détenu, ça ne veut pas dire que M. Karim Wade n'a pas été traduit devant une juridiction, devant des magistrats. Mais les garanties à un procès équitable, les principes essentiels pour une juridiction, pour une procédure pénale digne de ce nom, ont été tellement mis à mal que du coup ça prive tout caractère régulier à la procédure. Donc c'est comme ça qu'il faut comprendre la détention arbitraire. Et c'est par catégorie. Des fois, le groupe peut qualifier une détention arbitraire lorsque le groupe estime qu'elle ne repose sur aucune base légale. Donc, c'est des catégories dans lesquelles il s'est fondé. Dans l'avis du groupe de travail, vous verrez à plusieurs reprises l'appellation source. La source, c'est la personne ou les représentants qui ont saisi le groupe de travail pour porter à sa connaissance ces violations. Ça veut dire que même si l'État du Sénégal n'a pas répondu, en tout cas dans les délais, et que sa réponse n'a pas été admise, n'empêche que le groupe de travail est une institution qui veut travailler pour la justice, donc a l'obligation de motiver en droit. Donc, il s'est livré sur la base des éléments qui étaient là, mais de ses propres enquêtes, parce que le groupe de travail ne s'est pas limité, il ne se limite jamais à la version d'un individu ou de ses avocats. Le groupe de travail a des possibilités d'investigation. Il travaille en étroite collaboration avec un réseau d'ONG pour vérifier, et comme je vous ai dit, le groupe de travail peut avoir d'autres sources d'informations complémentaires. La source qui a saisi le groupe de travail, le groupe est obligé de citer la source dans son avis. Mais les autres sources, pour assurer la protection, on leur garantit l'anonymat. Que ce soit des ONG, pour ne pas avoir des mesures de rétorsion, des particuliers, des militants, des simples professeurs de droit, ainsi de suite, qui vont donner une analyse du droit local pour voir effectivement est-ce qu'il y a arbitraire, ainsi de suite. Tout cela pour vous dire effectivement que le groupe a étudié toute la panoplie des garanties qui doivent préluder à un procès juste et équitable. Et lorsqu'il y a des éléments qui font défaut, la conclusion, c'est que la détention doit être qualifiée d'arbitraire. Et c'est la qualification à laquelle le groupe de travail est arrivé dans cette affaire. La thématique de la conférence, nous l'avons intitulée « Quelles sont les incidences juridiques ?» Maintenant
que le groupe de travail a qualifié la détention d'arbitraire, quelle est la suite? Si on se met dans une logique d'efficacité, bon, où on raisonne en tant que des avocats, parce que je pense que dans cette profession, on est toujours animé par la culture du résultat, c'est-à-dire qu'est-ce que ça peut donner. Donc, on peut, se fondant sur notre expérience, essayer de voir effectivement quelle est l'autorité, la valeur juridique de cet avis, et en droit, quelles sont les conséquences en termes d'obligations légales vis-à-vis de l'État contre qui l'avis est rendu, et quelles sanctions encourt cet État en cas d'irrespect. Mais avant de revenir sur ces différents points, j'aurais souhaité partager avec vous quand même les points 45 de l'avis. Peut-être que, j'imagine, la plupart l'ont déjà lu. Il est rappelé dans l'avis qu'à la lumière de ce qui précède, le groupe de travail est d'avis que la privation de liberté de M. Karim Wade est arbitraire en ce qu'elle est contraire aux articles 9, 10 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, ainsi qu'aux articles 9 et 14 du Pacte sur les droits civils et politiques, et relève des catégories à l'examen des affaires soumises au groupe de travail. Le point 48, le groupe de travail en tire la conséquence, c'est-à-dire que le groupe demande au gouvernement de la République du Sénégal de prendre les mesures nécessaires pour remédier au préjudice subi en prévoyant la réparation intégrale conformément à l'article 9, paragraphe 5 du Pacte international sur les droits civils et politiques. Et le groupe de travail ne s'est pas arrêté ici dans l'affaire Karim Wade. Parce que le groupe de travail, c'est une institution onusienne. Je vous ai dit que le but des Nations Unies, c'est de promouvoir la justice et l'équité, les droits de l'homme à travers le monde. C'est aussi, elle a une fonction pédagogique. À travers chaque affaire, elle essaye de lancer un appel aux États pour qu'ils se ressaisissent, qu'ils corrigent leur comportement. Et là, c'est le dernier mot du groupe de travail. Lorsqu'il s'exprime en ces termes, le groupe de travail rappelle que le Conseil des droits de l'homme a demandé à tous les États de coopérer avec le groupe de travail. Obligation de coopérer. De tenir compte des avis. De les respecter et de prendre des mesures appropriées pour remédier à la situation des personnes privées de leur liberté, ainsi que d'informer le groupe de travail des mesures qu'ils auront prises. Et le dernier mot, c'est en conséquence, et s'adresse à nouveau au Sénégal, le groupe de travail requiert la coopération pleine et entière de la République du Sénégal dans la mise en œuvre de cet avis pour effectivement remédier, c'est important, effectivement, ça veut dire que ce soit effectif, remédier à une violation du droit international. Donc, on demande à l'État de remédier à une violation du droit international. Donc, de ces trois points découlent deux constatations. Première constatation, si tant est que le mot puisse avoir un sens et une signification, lorsque on demande, après avoir constaté que la détention est arbitraire, et qu'on vous demande de remédier à la situation, remédier, ça veut dire que traiter le mal physiquement, ça veut dire faire cesser déjà ce qui cause de préjudice, de prime abord, prima facie. Ensuite, d'essayer de réparer ce qui peut l'être. Ça veut dire que la vie, en tant que telle, il va de soi, comporte une décision obligatoire à l'État du Sénégal, à l'encontre de l'État du Sénégal, par rapport à la nécessité, quand on dit de remédier à une violation du droit international. Donc ça veut dire que vous
vous l'avez détenu arbitrairement. Si je m'adresse à vous pour vous dire remédier à cette violation du droit international, il va de soi que ça sous-entend, premièrement, de mettre un terme à cette détention que j'ai jugée arbitraire et ensuite indemnisée adéquatement et comme il le précise, selon les principes du droit international, c'est les critères de la réparation. On y reviendra. Je vous ai parlé tout à l'heure effectivement des incidences de l'arrêt, des avis du groupe de travail. Déjà, je commencerai par réfuter quelques idées reçues. Vous savez, comme on dit, les idées reçues, la vie dure des juristes, beaucoup, spontanément, et d'ailleurs, on l'a vu dans cette affaire, parce qu'au tout début, y compris les plus hautes autorités, peut-être certains, c'est normal, parce que ce n'est pas le quotidien de tout le monde, de recevoir un avis du groupe de travail des Nations Unies. Peut-être certains, c'était la première fois de leur vie qu'ils entendaient parler d'un avis. Certains, c'était la première fois qu'ils l'avaient entre les mains. Certains, c'était peut-être la première fois qu'ils essayaient de déchiffrer la nomenclature, parce que, donc, même la manière de rédiger l'avis du groupe de travail, c'est normé au niveau des Nations Unies. On dit que quand on rappelle la source, si l'État a répondu, il faut le remercier, ainsi de suite. Donc je vous ai dit que c'est une procédure mi-diplomatique, mi-juridictionnelle. Mais n'empêche pas que, quand même, comme c'est des questions de droits de l'homme, on doit être ferme et intransigeant avec les principes. Donc, s'ils ne répondent pas dans les délais, il n'est pas question de les prendre en considération. Rien de plus normal, vous me direz. Donc, maintenant que l'avis est rendu, on peut se poser la question de savoir quelle est son intensité juridique, c'est-à-dire quelle est l'autorité, cet avis, quel est son poids par rapport au texte interne. Je vous ai parlé de l'idée reçue selon laquelle les avis restent des avis, mais vous savez, quand vous venez à la faculté de droit, la première chose que l'étudiant découvre, c'est que le droit n'est pas le bon sens, même si la plupart du temps, il y a une coïncidence. Ce n'est pas parce qu'ils s'appellent avis qu'ils ne sont pas obligatoires. L'appellation avis, comme je vous ai dit, répond à cette logique mi-diplomatique. Donc, parce que les États ont voulu qu'on l'appelle avis. Parce que si demain vous prenez une décision étatique et que le groupe de travail prend une décision, ça dévoile tout de suite la mauvaise foi peut-être quelque part. Pour ménager la susceptibilité des uns, le prix à payer, c'était de l'appeler avis. Et on l'a appelé avis. Même si aujourd'hui, il y en a certains, juristes internationaux, n'en ont tellement marre de la polémique à chaque fois qu'ils veulent effectivement qu'on enlève l'avis, qu'on les appelle décision, point barre. Mais la source de l'autorité de cet avis, le fait que cet avis puisse s'imposer à l'État du Sénégal, quand je parle de l'État du Sénégal, c'est en sa portion centrale, ça veut dire le président de la République, qui est le gardien de la Constitution, qui a prêté serment de respecter et de faire respecter les lois et la Constitution, et que la Constitution sénégalaise reconnaît la primauté du droit international sur le droit interne, et il est de l'obligation première d'ailleurs du président de le faire respecter. Donc cet avis s'impose parce que c'est le droit onusien, mais il s'impose parce qu'on est dans un domaine qui relève des normes impératives du droit international. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Cour internationale de justice de La Haye qui l'a rappelé à plusieurs reprises, donc à travers ses arrêts. Donc l'avis s'impose, je vous l'ai dit, à l'État dans sa portion centrale, mais il s'impose aussi à l'État à travers ses organes. À travers ses organes délibérants, que ce soit l'Assemblée nationale, à travers ces organes judiciaires, y compris la Cour suprême. L'avis du groupe de travail s'imposait à la Cour suprême du Sénégal. Parce que la Cour suprême
sur les sources de la légalité, il y a effectivement le droit aux missions. Et qui a une primauté sur les statuts de la CREI et sur tout autre. Non, rien de plus logique, me direz-vous. Parce que si chaque État pouvait réviser et réinterpréter les règles à sa guise, mais il n'y aurait pas de droit international. Il faut qu'il y ait un bloc qui fasse autorité. Donc, les avis du groupe de travail, c'est des véritables décisions qui s'imposent à l'État, Sénégal ou tout autre État, mais également à travers ses organes, y compris pénitentiaires, l'exécutif. Tout cela pour vous dire effectivement que vous l'aurez compris, c'est des vraies décisions. Et quand je dis c'est des vraies décisions, quand je vous ai parlé de prime abord de la thématique de la conférence, je vous ai un peu présenté rapidement l'Organisation des Nations Unies que mon confrère Samba Thiam a ébauché en vous disant qu'il y a des organes. Les organes principaux, c'est l'Assemblée générale, c'est le Conseil de sécurité. Mais le Conseil de sécurité a une compétence spécifique. Il ne s'occupe que du règlement des conflits, des différents. Tout ce qui est menace à la paix et sécurité internationale, Conseil de sécurité des Nations Unies. Coup d'État, donc au Burkina Faso, c'est le Conseil de sécurité. Par contre, tout ce qui est aspect, progrès économique et social des peuples membres des Nations Unies, et quand on parle du progrès économique et social, la justice, comme l'a dit mon confrère Samba Thiam, est au cœur. Tout ce qui est thématique des droits de l'homme, c'est l'Assemblée générale. Mais comme l'Assemblée générale des Nations Unies ne siège pas tous les jours, ils ont créé un Conseil des droits de l'homme à Genève. Ce Conseil des droits de l'homme est obligé de rationaliser sa mission pour être efficace. Comme disait Max Weber, l'avènement de l'État, c'est la rationalisation et la spécialisation des tâches. Pour que cela ne se répète plus, c'est pour ça qu'il dépasse l'État, il parle des autres États et il demande à l'État effectivement de tenir compte et il demande aux autres États aussi de prêter main forte à la mise en œuvre de la vie. Et le fondement de ces boutades, c'est l'article 25 de la Charte des Nations Unies. L'article 25 de la Charte des Nations Unies, c'est que tous les États membres des Nations Unies ont pris l'obligation, l'engagement plutôt, de respecter, mais de faire respecter les décisions de l'organisation. Ça veut dire qu'aujourd'hui, la mise en œuvre, le respect de l'avis du groupe de travail, que ce soit de cet avis ou de l'autre, ça ne relève pas seulement du Sénégal, mais tous les États des Nations Unies doivent s'abstenir de tout acte qui peut entraver la mise en œuvre de cet avis, c'est-à-dire ne pas coopérer contre un État qui sera récalcitrant, qui va vouloir aller plus loin en demandant des saisies et autres, mais de manière encore beaucoup plus explicite, c'est que demain, s'il y avait une demande d'assistance, on doit effectivement apporter son concours. Donc le fondement, je vous l'ai dit, c'est l'article 25 de la Charte des Nations Unies, mais également, et plus récemment d'ailleurs, mon confrère Samba Thiam vous a parlé tout à l'heure rapidement de l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme qui déclarait une affaire irrecevable parce qu'elle a été déjà jugée par le groupe de travail des Nations Unies pour vous montrer que lorsque le groupe de travail se prononce, on estime effectivement que lorsqu'il n'y a pas de révision et que donc il s'est prononcé, voilà, c'est revêtu de l'autorité de la chose jugée. Ça veut dire que les faits ne peuvent même pas être rejugés une deuxième fois, même sous une qualification différente. C'est le sens des implications juridiques des avis du groupe de travail des Nations Unies. Maintenant, je vous ai parlé de cette idée reçue selon laquelle les avis ne sont que des avis. C'est très simple d'ailleurs, même dans la vie de tous les jours. Si on transpose le raisonnement, admettons, on est membre d'une association et que l'association prend une décision, même si on l'appelle avis des fois,
Et que demain, les membres disent « Ah non, 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 moi je ne respecte pas. Je ne respecte pas. » Donc, la question qu'on doit se poser est de savoir, est-ce qu'une association peut tolérer des membres qui ne respectent pas ses décisions? C'est la première question. Tout cela pour vous dire qu'il y a une confusion sémantique dans cette affaire. La confusion, c'est bon nombre de juristes ont confondu le caractère obligatoire d'une décision et le caractère exécutoire d'une décision, qui sont deux choses différentes. Vous êtes membre d'une association, quand l'association prend des mesures, c'est obligatoire pour tout le monde. Mais est-ce que s'il y a un membre qui ne s'exécute pas ou qui n'amène pas ses cotisations ou avec le délai et tout ça, est-ce qu'il y a des voies qui sont faites pour l'exécution forcée? Là, on est obligé de se rendre à l'évidence. Je vous ai parlé de l'Habeas Corpus, qui a pris corps en 1679 pour lutter contre l'arbitraire, la tyrannie royale, pour imposer que lorsqu'on vous arrête, que vous ayez tout de suite, immédiatement, l'assistance, qu'un juge puisse contrôler la réalité, pourquoi vous êtes arrêté, et le bien fondé, et si ce n'est pas le cas, bien sûr, on a voulu le transposer au niveau international. Le droit international, c'est un work in progress, c'est quelque chose en devenir, en construction. Aujourd'hui, on a une cour pénale internationale. Il y a 50 ans, personne n'aurait cru qu'on puisse avoir une cour qui siège à La Haye, capable de juger. Donc, c'est quelque chose. Pour vous dire qu'à ce stade, la société internationale, les avis sont obligatoires, mais il n'y a pas de voies d'exécution forcée qui sont prévues. Il n'y a pas un huissier international à qui les conseils de Karim Wade peuvent aller donner pour instrumenter, ouvrir les portes de Rebeuss avec des gendarmes internationaux écartés. Ça n'existe pas. Peut-être ça arrivera un jour. Vous savez, un de mes professeurs me disait que, vous savez, pour être spécialiste du droit international, il faut être un vrai rêveur, il faut être idéaliste. Mais les utopies d'hier sont les réalités d'aujourd'hui, pourvu qu'il y ait entre les deux des forces pour les pousser. Ce qui est aujourd'hui impossible, peut-être dans 10, 15, 20 ans, quand il y aura des avis, bon, je ne sais pas, peut-être 50 ans, ce sera possible. Mais à ce stade, il faut retenir que l'avis, il est obligatoire, même si, effectivement, il n'y a pas une voie d'exécution internationale qui est faite. C'est un constat du caractère insuffisamment organisé encore de la société internationale, qui est embryonnaire, qui cherche à transposer les mécanismes internes en international. Et comme les États, c'est hétéroclite, il y a les considérations diplomatiques, c'est pas facile de le faire, mais n'empêche effectivement que c'est des obligations. Et qui dit obligation, comme le disait Hans Kelsen, ce qui fait sortir ou ressortir le caractère obligatoire d'une norme. Comment peut-on savoir qu'une norme est obligatoire? C'est parce que lorsqu'il y a une sanction derrière, c'est-à-dire si je ne le respecte pas, est-ce qu'il y a une sanction positive qui peut se faire? Ça m'amène à aborder la question des incidents, c'est-à-dire si le Sénégal continue à dire que l'avis n'est pas obligatoire, à quoi s'expose l'État du Sénégal? Lorsque vous lisez l'avis, il demande au Sénégal et aux autres États non seulement donc de coopérer dans la mise en œuvre de l'avis, mais de l'informer. Ça veut dire que théoriquement, dans les 4 mois qui ont suivi l'avis, l'État du Sénégal, et j'en suis sûr, peut-être si ils ont estimé devoir aller s'expliquer à Genève, ils ont reçu une relance. Dans les 4 mois, le groupe de travail, de son propre initiative, peut vous dire, écoutez, où en est le dossier? J'ai rendu un avis. Vous savez, mon avis, ça coûte beaucoup d'argent. Les experts, je les paye beaucoup d'argent. Les experts, ça coûte cher l'avis à Genève. Les experts, quand je les envoie, ça coûte cher. Donc, vous n'allez pas me dire quand même qu'on mobilise toutes ces ressources pour rendre des avis et vous pouvez les jeter comme ça. Donc, qu'avez-vous fait de l'avis? Il y a 2 options possibles. Soit
l'État va dire, écoutez, je l'ai mis en œuvre, la personne a été libérée. Par contre, si la personne n'est pas libérée, ce qui va se faire, c'est que le groupe de travail des Nations Unies prend le dossier et le transmet à son supérieur, entre guillemets. C'est-à-dire, avant c'était la Commission des droits de l'homme, aujourd'hui c'est le Conseil des droits de l'homme. Le Conseil des droits de l'homme est habilité. Vous savez, il y a un système de notation des États. Ils ont estimé que les États, des fois, c'est comme des enfants. Il faut savoir les récompenser quand ils agissent bien, et quand ils ne se comportent pas bien, il faut le faire connaître à tout le monde. Et comme ça, ils auront honte. Name for shame, comme disent les Anglais. C'est-à-dire, on peut effectivement vous faire cette publicité. Le Sénégal, l'année dernière, était en train de se bagarrer pour passer à la note A. Le Sénégal peut voir encore sa note dégradée. Ça, c'est une option, c'est une sanction. C'est une sanction soft. On est dans le cadre des sanctions soft. Plus tard, on a vu qu'à un certain moment, la Libye s'est fait exclure du Conseil des droits de l'homme. Parce que on ne peut pas accepter autour de la table des gens qui vont siéger, reprendre les mêmes décisions qu'ils n'ont pas jugé utile de respecter. C'est quelque chose de logique. Donc, il peut y aller jusqu'à l'exclusion de l'avis du groupe de travail. Mais sur un registre beaucoup plus contraignant, ça peut aller jusqu'au comité des droits de l'homme, qui n'est pas le Conseil des droits de l'homme, et qui est chargé aussi de sanctionner les violations, et qui siège non pas donc à Genève, mais à New York. Vous me direz, est-ce que on peut forcer le Sénégal militairement? Non. Je vous dirai tout de suite, c'est pas possible. Pour l'instant, la seule procédure aménagée à la matière, c'est lorsque un État a une décision favorable devant la Cour internationale de justice de La Haye contre un autre État, et l'État ne respecte pas l'arrêt. L'État bénéficiaire de l'arrêt peut aller voir le Conseil de sécurité des Nations Unies et demander l'exécution forcée. C'est embargo diplomatique, interdiction de voyage, jusqu'à possibilité de recours, parce que c'est les arrêts. C'est le seul mécanisme. Pour l'instant, à ce stade, au jour où on parle, il n'y a pas... Mais il n'empêche effectivement que c'est des avis qui sont obligatoires. Les incidences ne sont pas seulement au niveau des Nations Unies. C'est aussi l'État dans ses rapports avec les autres États. Si demain, il voulait par exemple revenir en France, la France, par rapport à cela, peut-être cet avis peut faire barrage par rapport à ce qu'ils envisagent de faire pour la suite de la procédure. Parce que l'avis, c'est je demande à tous les États de coopérer et d'apporter mes efforts à ce que cet avis soit respecté. Et cet avis, je ne le rends pas deux fois. Et je ne rejuge pas deux fois les mêmes faits. Autre chose aussi, c'est sur un tout autre registre, c'est que désormais, depuis que l'avis est rendu, on peut estimer que M. Wade est victime d'une séquestration arbitraire. Ce qui est une infraction continue, tant que la personne n'est pas libérée. Nous avons eu un arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ici pour quelqu'un qui était retenu à l'étranger, sans jugement. Et ces conseils ont décidé de porter plainte avec constitution de partie civile. Dans un premier temps, les juges d'instruction ont dit niet, non. Pourquoi? Parce qu'il y a les immunités diplomatiques des gens, des États et tout ça. Chambre de l'instruction, confirmation. Mais la chambre criminelle de la Cour de cassation a cassé cette décision et a estimé effectivement qu'il suffit que les circonstances soient vraisemblables pour qu'on puisse effectivement étudier. Et quand on ouvre une plainte avec instruction, ça veut dire effectivement qu'un juge d'instruction peut enquêter, il peut
faire des commissions rogatoires, et ainsi de suite. Ça peut être aussi des incidences du point de vue juridique et judiciaire. Autre incidence, bien sûr, c'est que désormais, il faut considérer que depuis que l'avis est rendu, il y a un fait illicite international qui s'est produit et qui est imputable à l'État du Sénégal. Du point de vue civil. D'ailleurs, dans l'avis, il demande de réparer l'ensemble, l'intégralité des préjudices. Ça veut dire de près ou de loin. Donc, ça fait partie des incidences juridiques de l'avis. On peut les multiplier, mais bon, j'imagine, on va laisser quand même le temps à la salle d'échanger. Mais un dernier point, peut-être, qui a dû vous préoccuper un peu, c'est de savoir est-ce que cet avis peut être révisé. Théoriquement, je ne suis pas juge à la place des Nations Unies, je ne m'aventurerai pas à juger à la place, je laisse le soin à la compétence du groupe de travail pour lire le droit comme ils savent le faire. Par contre, je peux me fonder sur mon expérience, sur mon vécu personnel en tant qu'avocat et spécialiste du droit international, me fondant sur les méthodes de travail du groupe, pour vous dire que l'hypothèse de la révision est envisageable. Elle est prévue dans les textes, mais elle est strictement et rigoureusement conditionnée. Pour pouvoir réviser un avis du groupe de travail, qui, mon confrère l'a dit tout à l'heure, une fois qu'elle est rendue, elle est revêtue de l'autorité de la chose jugée. Donc, il faut 3 conditions pour faire réviser un avis du groupe de travail. Première condition, c'est que cet avis doit être rendu, et après que l'avis soit rendu plutôt, il faut qu'on ait connaissance d'un fait nouveau. Ça, c'est le premier point. Et ce fait nouveau est conditionné à une autre sous-condition. C'est que pour que l'État puisse l'invoquer, il faut pas que l'État ne soit en situation de le produire dans les 2 mois. C'est-à-dire, l'État ne peut pas dire, écoutez, j'ai envoyé, mais après les 2 mois, j'ai un fait nouveau, j'avais oublié, ou j'avais jugé que je n'allais pas l'envoyer, mais finalement j'ai décidé, on ne peut pas réviser. Mais surtout, la condition sine qua non, c'est-à-dire sans laquelle on ne fait rien, c'est-à-dire on peut vous écouter, on vous laisse rentrer diplomatiquement et on vous fera parvenir une réponse, c'est effectivement la condition essentielle, c'est que vous ne pouvez pas, vous êtes malvenu, j'ai beau être diplomate, mais quand même je vous fais respecter, d'accord? Si je vous donne, j'ai eu la décence, quand je reçois une plainte contre vous, je vous le donne pour vous dire, faites-moi connaître vos observations, parce que moi je ne préjuge de rien, c'est une version, donnez-moi votre version. Je vous dis que vous avez 2 mois. Vous ne m'avez pas répondu dans les 2 mois. Dans ce cas, si vous n'avez pas répondu dans les délais de 2 mois, vous ne pouvez pas. La condition pour pouvoir demander une révision, il faut avoir répondu. Donc vous ne pouvez pas. Et c'est aussi pour éviter les dilatoires, parce que pour gagner du temps, les États vont attendre qu'on réponde, et après ils vont vous amener, voilà, les faits nouveaux, ainsi de suite. Donc, comme je vous ai dit, il y a une philosophie qui prédomine, c'est qu'on est dans une logique pour empêcher l'arbitraire, et il faut agir urgemment. Et parlant toujours des procédures urgentes du groupe de travail, je terminerai sur ça, c'est que lorsque la situation l'exige, il y a ce qu'on appelle la procédure d'appel urgente. Ça veut dire que demain, comme je vous ai dit, c'est une procédure action populiste, c'est-à-dire très démocratique. N'importe quel individu peut chercher sur Internet, s'il a un proche qu'il estime, effectivement, il peut saisir directement le groupe de travail. Et si vous estimez que cet individu, compte tenu de sa situation de santé, il est en danger ou autre chose, il y a une urgence, vous pouvez préciser que vous demandez l'examen en procédure d'urgence. Ça veut dire que le groupe de travail des Nations Unies, sans délai, va saisir le ministre des Affaires étrangères du pays où vous êtes détenu pour transmettre, et il va prendre des mesures conservatoires, va
imposer, pour vous montrer qu'il a des pouvoirs quand même, le groupe de travail, contrairement au dit, il va imposer, et c'est prévu, des mesures conservatoires, le temps, effectivement, sans préjuger de rien. Mais c'est pour sauver la vie. C'est pour vous dire, effectivement, si le groupe de travail a ce pouvoir d'injonction, ça veut dire que quand même, il a une vraie autorité. Bon, sur ce, donc, peut-être, je vais repasser la parole à mon frère Samba Thiam, en espérant pas avoir été trop long. Mesdames, Messieurs, vous avez le droit d'applaudir Maître Ablaye Touré.